Votre carrière, vous la verriez, est-ce que vous l'avez fait selon vous ou pas? Au trot ou au galop? Je l'ai fait au pas et souvent reculé. Je me suis jamais estimé beaucoup et j'ai manqué d'audace plusieurs fois. Quand on atteint la grande maturité, j'ai horreur du mot vieillard, on est devant une montagne de j'aurais dû. Pourquoi n'ai-je pas fait ça? Pourquoi n'ai-je pas fait cela? Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait ceci? Je ne parle pas que des choses professionnelles, bien sûr, de l'existence. Mais un Himalaya de j'aurais dû. Et c'est assez douloureux. Ce que vous avez devant vous est l'un des derniers extraits où l'on aperçoit Jean Rochefort dans ce documentaire intime, accompagné par d'autres artistes qui parleront du temps, des regrets du passé, avec « Je ne sais pas si c'est tout le monde » de Vincent Delerme en 2019, soit 2 ans après sa mort. Et rien qu'avec ça, nous avons toujours ce regard vif de lui, à la silhouette longiligne accompagné d'un demi-sourire, de toujours vouloir expérimenter, à 80 ans passés, n'importe quel art que ce soit, avec cette fougue de la jeunesse et de l'insolence qui l'animait, empli d'une angoisse permanente de lui-même. Et n'oublions pas cette sublime moustache qui illumine ses lèvres. Mais ce n'était pas facile au départ pour qu'il fasse partie des grandes stars du cinéma français. Il y a eu des grands moments d'incertitude et de doute, mais il n'a jamais abandonné pour autant. Sauf une fois où nous parlerons de ce moment un peu plus tard. Donc commençons notre histoire sur l'homme le plus british des Français. Magnéto, Serge. Déjà, dès sa jeunesse, il n'était pas un garçon comme les autres. Très timide et introverti, il rêvait d'un ailleurs. Le monde de la fiction était là pour l'aider. Il y a eu aussi cette fascination d'un groupe des années 40, les Azous, qui étaient considérés comme de la contre-culture avec un style vestimentaire très voyant et un je m'en foutisme certain qu'il suivra pendant une bonne partie de son être. Il n'y a qu'à voir ses tenues décomplexées à 70 ans passés. On peut dire que c'était un sacré zozo. Pourtant, à part le soutien de sa mère, c'était difficile d'avoir quelqu'un dans la famille qui accepterait de le voir faire autre chose que ce qui lui était destiné dans le métier de l'art. Il avait un père qui lui imposait d'être comme son frère, Pierre, qui était considéré comme le fils idéal, le fils prodige, avec ses bonnes notes, pour ensuite en venir à faire des études de Polytechnique. Il avait une sensation d'isolation et de frustration. Et ça n'aidera pas avec ses notes qui étaient pour le moins assez calamiteuses. Mais un autre événement de son adolescence le marquera à vie et le convaincra d'aller complètement dans le monde de l'illusion pour échapper à la réalité. C'était en 1944, à Vichy, à la Libération, qu'il a vu dès l'âge de ses 14 ans l'être humain s'entre-déchirer en attrapant des femmes collabos et en leur rasant la tête. De quoi brouiller à jamais l'enfant qui est en lui. Mais Jean l'expliquera mieux que moi, ce qu'il a vécu. Une femme nue, entièrement rasée, un gros homme, avec une culotte de cheval, des brodequins, tenant dans sa main gauche un petit bébé de 2-3 semaines que cette femme avait eu, sans doute avec un soldat allemand. Une horreur. C'est là qu'une innocence a fini par s'écorcher et que ce moment, qu'il considéra comme sa plus grande lâcheté, restera à jamais dans sa mémoire. Et je me suis dit, il faut que j'aille chercher ce bébé, il faut que je fasse quelque chose. Lâchement, je ne l'ai pas fait. Et il est bien normal que, étant encore en vie parce que je ne l'ai pas fait, je puisse au moins souffrir de temps en temps de ma lâcheté. Un traumatisme abominable que sa mère, toujours elle, l'aidera en voyant des films burlesques qu'il admirait et en écoutant des fictions de radio qu'il aimait pour lui redonner un semblant de joie, d'espoir. C'est donc dès 1947 qu'il se filmera avec ses amis à faire des petits moments de fiction pour s'épanouir dans l'irréel et qu'une envie de rejoindre l'art du spectacle lui apparaîtra après ses inspirations appuyées de Jacques Tati ou Buster Keaton. Comme ça, toi, tu vas la fermer, alors. Mais il lui manquait de l'expérience dans le jeu. Et c'est avec un spectacle du nom de Lilium, où il y avait Yves Robert parmi les artistes, de la compagnie Grenier-Husneau, qu'il rejoindra quelques années plus tard, qu'il a tout de suite eu une illumination dans ses yeux et qu'il voulait être comédien, malgré le désaccord de son père. Père qu'il y a dit une phrase plus que cinglante. Mon père mange une côtelette haricots verts. Il s'arrête de manger la côtelette haricots verts pendant près de 30 secondes. Il recommence, avale 2 bouchées, et me répond: la guerre arrangera tout. Il a souhaité un combat mondial entre la Russie et l'Amérique, c'était la guerre froide, plutôt que de voir son fils sur une scène.
Donc le soutien familial, vous pouvez l'oublier. Mais il ne désespérera pas malgré le fait qu'il avait un problème de confiance en soi qui le suivra pendant toute sa vie mondaine et qu'il avait du mal à prendre des décisions. Ce sera par une rencontre insolite et importante de quelqu'un dans sa province qu'il se décidera vraiment à enfin partir de chez lui. Et avec lui, j'ai nommé Pierre Besson. Aucun rapport avec la famille de... Au moins, c'était un artiste des beaux-arts qui avait l'idée des bonnes choses. Ça fait démodé dire un homme d'esprit, mais ça veut dire quelque chose. On dit autre chose maintenant, on dit il est cool. Il avait trouvé en lui son compère idéal pour y aller. Et comme ça, même s'il a vécu pendant un temps dans la pauvreté, il pourra tenter sa chance au Conservatoire de Paris après son échec à Nantes, tandis que Pierre, lui, ira pour les arts. Lorsqu'il rentra au conservatoire, ce n'était pas le rêve de l'art qu'il s'y faisait, où tout était dans l'apprentissage à l'ancienne. Je me fais chier. C'est après plus d'1 an après son service militaire qu'il retournera en 1950 et qu'il découvrira un nouveau groupe qui changera une bonne partie de sa manière de jouer et de vie. Il fera partie de cette bande de copains, la bande du conservatoire. Et dans ce groupe de potes, il y avait Annie Girardot, Michel Beaune, Françoise Fabian, Bruno Crémet, Jean-Pierre Mariel, Claude Rich et plein d'autres. Tu n'as pas parlé de ce groupe dans une de tes anciennes vidéos? Oui, mais c'était il y a fort longtemps. Et bien sûr, celui qu'on pouvait considérer comme le leader du groupe, c'était Jean-Paul Belmondo. Voici ce qu'il pensait de lui. Au milieu des années 50, il avait l'air d'un 68ard. Il aurait eu un pavé dans la poche. Il n'en aurait pas été surpris, nous non plus. Car personne dans les années 50 ne s'habillait comme personne. Nous fûmes donc quelques-uns, dont moi, et je n'en suis pas peu fier, à constater qu'un extraterrestre venait d'être reçu au conservatoire. Sa façon même de bouger, son élasticité, renforçait nos espoirs. Nous n'avions pas 20 ans, tout était alors possible. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Et cette élasticité l'aidera et l'appuiera à aller dans des rôles plus incongrus. Ce passage est très capital parce que cette amitié a toujours été vouée à s'entraider et non à se faire de la concurrence. Ils s'aimaient et étaient comme les deux doigts de la main jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y avait aucune jalousie. Ça devait souvent être la fête entre eux. Mais nous n'en sommes pas encore là, car après avoir fini sa formation théâtrale et un premier mariage en 1952, il passera enfin le concours en 1953 et il n'a pas été pris. La calotte de ces morts. Je pense qu'on peut dire que c'est sa première grande déprime de sa vie, et surtout pas sa dernière. C'est là où cette camaraderie qu'il a eue au conservatoire l'a bien aidé à relever la pente, car Marielle, de sa voix forte et imposante, a réussi à le convaincre de passer une audition pour la compagnie qui lui a donné l'envie de jouer, la compagnie Grenier-Husneau. Il m'a dit, je t'accompagne, je te donnerai la réplique, et le bus est direct. Et quand j'ai compris que ce serait pas si difficile que ça de me déplacer, je me suis lavé, je me suis habillé, on a foncé là-bas, j'ai passé l'audition, ma vraie vie a commencé grâce à ça, le bus est direct. Il est allé, poum, engagé chez les Grenier-Husneau. Compagnie où il sera resté pendant près de 7 ans avec eux. Donc, comme vous pouvez le constater, ses débuts de comédien étaient plus centrés dans le domaine du théâtre que celui du cinéma. Même il considérait à cette période que le théâtre était quelque chose de bien plus noble que de jouer au cinéma. Mais bon, si vous connaissez la suite de son imposante carrière, vous savez qu'il changera très vite d'avis. Bref, parlons maintenant de cette troupe de l'après-guerre Grenier-Husneau. Déjà, elle a une particularité à apprendre tout genre d'art que ce soit, comme le mime, le chant, le cabaret et le chimpanzé. Regardez la symbiose de cet animal. Il y a de la beauté sur chacun de ses mouvements. Monkey. Puis ce groupe était beaucoup sur la mise en scène des pièces contemporaines de l'époque comme René de Obaldia, François Biédou, Luigi Pirandello, Arthur Miller ou encore Harold Pinter. Il y avait un esprit d'avant-garde comique. Et avec son flegme de gentleman anglais, il était fait pour ces pièces qui avaient un soupçon de modernité et d'ironie. C'est là où il a appris les choses vite et à les styliser sans jouer comme dans la vie. C'est tout à coup l'harmonie, et que tout à coup le jeu n'existe plus, qu'il a disparu pour nous, parce que nous sommes complètement en osmose et en harmonie,
et au moment qu'il faut, au temps qu'il faut, avec le personnage qu'on est en train d'interpréter. C'est là aussi qu'il jouera avec d'autres têtes connues telles que Roger Carrel, Michel Galabru, Philippe Noiret, Michel Bouquet, Jean-Pierre Mariel, Bernard Fresson ou encore Delphine Seyrig. Ils deviendront tous des amis très proches. Donc avec l'avènement de la télévision, il jouera dans les premiers téléfilms filmés comme Le mariage de Figaro avec Jean-Pierre Cassel. Donc son faciès commençait à être reconnaissable au théâtre, à la télévision et même à la radio pour son vocal bucolique où il prêtera sa voix pour d'innombrables histoires radiophoniques. Même si le cinéma n'était pas son intérêt premier, il en a quand même fait. J'y viens, remonte juste ton peignoir, s'il te plaît. Bref, il aura quand même fait des essais peu élogieux sur des films de l'URSS où il a tourné pendant presque 1 an sans voir la moindre image de ce film. Bien, voilà ce que j'appelle de l'organisation. Mais il pourra au moins se consoler d'avoir pu ramener avec lui celle qui deviendra sa deuxième femme, Alexandra Moskwa. Non, le véritable film de Jean Rochefort, où il aura enfin eu un rôle important, certes tertiaire, avec l'aide encore une fois de ses amis Marielle et Belmondo, sera le film Cartouche de Philippe de Broca en 1962. La notoriété de Bébel, depuis à bout de souffle, lui a donné du galon à pouvoir choisir ses copains. Le seul hic, c'est qu'il y avait des séquences à cheval et qu'il n'en avait que très rarement pratiqué. Voire jamais. Arrivé sur le tournage, Jean Rochefort se rend compte qu'il doit être à cheval quand même dans plusieurs scènes. Et comme il voulait garder le rôle, qu'il voulait s'accrocher au rôle, il était obligé de faire semblant de pratiquer l'équitation depuis longtemps. Oh, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tout ceci demande réflexion, très juste. C'est donc après un tournage physique éprouvant et difficile, où il aura chuté plus d'1 fois avec de nombreuses fractures, qu'il découvrira sa deuxième passion, la fièvre du cheval. Et c'est là qu'il apprendra tout pour ne plus commettre la même erreur, pour bien rester sur la selle de l'animal. C'est l'escalade, ça. On loue un cheval 1 heure, et puis petit à petit, on est entraîné, on ne sait pas trop comment, et puis on veut faire des progrès, on veut faire de mieux en mieux. Et puis toujours cette envie, chez les acteurs, il y a quand même ce problème de se maintenir un peu physiquement, c'est très important. On veut être capable d'assumer des rôles sportifs, des choses comme ça. Et puis une grande passion pour les animaux, j'ai toujours eu. Et puis la sensation au départ d'être nettement moins doué que les autres. Alors ça stimule. Je suis breton. Alors le fait d'être breton et moins doué m'a donné l'envie d'arriver à quelque chose. Il deviendra au fil des leçons un excellent cavalier, en plus de commencer à avoir un amour de la nature, de la campagne, tout en s'éloignant des grandes villes. Il avait une sorte de prestige à pouvoir trouver l'équilibre parfait pour garder la tête haute et bien vivre sa vie. Un accomplissement du bonheur en soi. Il arrivera même à en initier plus d'un à ce sport, comme son ami Philippe Noiret qui finira par être son voisin de palier, à force d'en faire. Il aura même proposé un film Cavalier Seul sur ce domaine, accompagné de Delphine Glaise. Et c'est à partir de là que sa carrière aura un tournant. Déjà, revenons sur le théâtre où, grâce à l'aide de Delphine Seyrig, elle lui permettra de jouer dans des pièces plus dramatiques, de quoi améliorer d'autres facettes de jeu qu'il n'avait pas encore apprises à appréhender. Moi, j'étais vraiment un acteur comique, absolument comique, et je me suis retrouvé 1 mois et demi après, traînant sur la scène, la plus grande et la plus belle femme, la plus grande comédienne et la plus belle femme de Paris. Ensuite, pour le cinéma, puisque son visage au regard menaçant et au bec de lièvre était fort discernable, il put être pris dans d'autres films de KPDP après Cartouche. Mais bon, c'était pas le genre qui lui plaisait, donc il s'est vite arrêté. Puis avec ce regard sournois, il avait pu avoir son premier rôle principal dans cette même période pour le film de Jacques Deray, Symphonie pour un massacre, où il avait là une interprétation différente de ses autres rôles. Encore une nouvelle introduction de sa moustache, bien qu'elle soit fausse. Tout était fait pour qu'il soit un personnage avec le peu d'émotion possible et qu'il soit abrupt. Ah, ça on peut dire qu'il ne fait pas de cadeaux aux autres personnages. Mais bon, malgré presque 1 million d'entrées, ça n'avait pas tant convaincu les producteurs et cinéastes de le prendre dans autre chose. Il faudra attendre une décennie pour qu'il revienne au premier plan. Donc dans les années 60, il s'est beaucoup cantonné à des seconds rôles avec parfois des films très expérimentaux. Parce que c'est ça qui lui plaisait hors de jouer avec ses copains. C'est de s'essayer à des scénarios qui l'animaient par leur étrangeté et leur modernité. Pour lui, il y en avait peu dans le cinéma français de l'époque. Même si bon, quelquefois, il prenait des scripts bons mais que le résultat était mauvais et qu'il pouvait montrer frontalement pendant le tournage son ennui. C'est là aussi qu'il se posait beaucoup la question s'il avait encore envie de jouer. Je n'éprouve plus aucune volupté
volupté. Sa passion pour le cheval prenait vraiment de l'ampleur qu'il avait un désintérêt certain à se délaisser du travail d'acteur. Mais voilà, c'est encore l'une de ses contradictions, il n'avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent que de jouer, donc il ne pouvait pas trop s'arrêter. Surtout quand tu as une famille à nourrir et maintenant des chevaux. Oui, il était tellement passionné qu'il ne faisait pas que de l'équitation, il créait son propre élevage. À la longue, on le surnommait le gentleman farmer. Donc dès le moment où l'huissier devait venir pour lui reprendre ses bêtes, on ne peut pas dire qu'il avait vraiment le choix de partir. L'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Oui, vous allez entendre beaucoup de jeux de mots comme ça. J'adore rire. Donc tant pis si c'était un scénario de merde, il devait le faire, et ça pouvait quelquefois aller sur du nanar. Des films foin, comme il aimait les appeler. Il y a par exemple un film italien, L'homme au nerf d'acier, avec Lee Van Cleef, où il a cru bon de croire que c'était une comédie, alors que non. Eh ben, je ne vous dis pas le résultat, où il termine le film dans une chambre froide. C'est très dur, non? Alors vous me posez la question, c'est terrible. Comme ça, oui. Au moins ça reste le seul film où vous pourrez voir Jean Rochefort et Lee Van Cleef se faire face. Un sacré duel de moustachus. Eh bien parlons-en de cet élément qui deviendra la quintessence du jeu de Jean Rochefort, ainsi que de sa personnalité, sa moustache. Tout est venu en 1970 pour la pièce Le Misanthrope. Et je me suis aperçu que ma fausse moustache partait tout le temps. Alors j'ai décidé de laisser pousser la mienne et je l'ai gardée parce que quand je l'enlève, il m'est arrivé de l'enlever 2 ou 3 fois, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. Radical. Et c'est donc là que le Jean Rochefort dandy et face à rire est né. Ouais, je sais pas si je vais faire l'imitation comme ça tout le temps. Tout comme la décennie des années 70 qui arrivait à point nommé et avait beaucoup changé sa perception de jouer, ainsi que des films post-nouvelle vague qui arrivaient à grands pas et s'éloignaient du cinéma standard. Ce changement d'interprétation a un peu commencé avec les films de Yves Robert, l'un de ses idoles, mais c'est vraiment avec L'Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier qui a vraiment été une thérapie pour lui. Alors qu'il était arrivé à un point où il avait un grand désintérêt du cinéma à cette époque, grâce à ce film, Bertrand lui aura appris à tutoyer la caméra. Alors là, bravo! C'est une expression magnifique. Quand je l'ai entendu dire ça, tout d'un coup, je pense qu'il a peut-être mis le doigt sur une des qualités que j'ai, d'arriver à rendre l'espace que je suis en train de filmer confortable pour les comédiens, de faire en sorte qu'ils ne soient pas prisonniers de la technique, prisonniers des marques, prisonniers d'une mise en scène qui leur impose quelque chose. Et ce tutoiement se fera ressentir sur ces films d'après. Ce qui fait qu'il y avait un avant et un après L'Horloger de Saint-Paul. Avant, il jouait juste le personnage, tandis que là, il vivait un plaisir et une harmonie totale avec le metteur en scène pour ne plus simplement être ce qu'il interprète, mais le vivre intimement et inexorablement. On verra une différence de jeu avec son personnage du colonel Toulouse dans Le Retour du Grand Blond. Et ses interprétations plus vives lui vaudront de recevoir le César du meilleur second rôle pour Que la fête commence de, encore une fois, Bertrand Tavernier. T'es content, Ruffian, d'avoir ta mise? Oh oui, nom de Dieu. Oh bordel de nous. Lorsque vous voyez le film, vous sentez qu'il vit le rôle, qu'il est cet abbé sournois. Film où vous pourrez aussi voir les débuts des comédiens du Splendide que Jean avait recommandé à Bertrand. Une bande qu'on verra beaucoup de fois dans une bonne partie de sa filmographie. Et cette passion joviale très anglo-saxonne continuera avec celui qui sera comme son alter ego évident sur les films de Yves Robert, accompagné par Jean-Loup Dabadi pour les dialogues. Un éléphant, ça trompe énormément en 1976, puis sa suite l'année d'après avec Nous irons tous au paradis. 2 films qui sont à marquer d'une pierre blanche pour leur succès, leur humour, leurs comédiens et leur année. Oui, parce qu'en plus de s'inspirer des comédies italiennes, ils mettent en relief la France giscardienne. Une France où le chômage n'était pas en hausse, qu'il faisait bon vivre, qu'on pouvait s'acheter le barbecue, des résidences secondaires et faire du tennis avec ses potes. Le bon vieux temps. Ce serait vrai si tu n'oublies pas que en 73, on a eu le premier choc pétrolier, ce qui fait que les prix et le chômage ont augmenté drastiquement. Et c'était en plus la fin des 30 Glorieuses, donc le bonheur n'était plus trop là au moment de la sortie du film. Non mais où? Tu veux déprimer les spectateurs, c'est ça? Tu veux que je te conseille Les Enfants gâtés de Bertrand Tavernier? Ah là c'est sûr, c'est pas Jojo, hein. Là, la dépression, elle sera totale. Et ce sera pas moi le fautif. Oh bon, c'est gentil par rapport à aujourd'hui où c'est maintenant 1000 fois pire. Ah, merci le... Ah petit, tu veux que je me parle vraiment? Ah dis petit, je te pose la question. Tu veux que je me fâche? Dis!
Bref, si on revient au film, c'était vraiment là où l'on pouvait voir le genrefortisme, car il y a tout ce que représentait une partie de ce Français de 40 ans des années 70, débonnaire, qui allait dans la lâcheté et pour qui on pardonnait tout avec une approche très importante de ce terme, l'autodérision. Et moi, j'étais donc à ses yeux l'archétype de ce bourgeois français de ces années-là. Et c'est là que l'on peut remarquer que Rochefort était beaucoup intéressé sur des personnages qui ont des doutes, une part cachée en eux, et qui s'en libèrent. Un peu comme lui, sauf qu'il n'a pas tout le temps réussi à s'en sortir par rapport à ces personnages. L'angoisse, le mal-être est indispensable aussi bien pour faire pleurer que pour faire rire. Et donc ce Étienne d'Orsay était une pierre angulaire des personnages des comédies françaises en restant passionné par sa voix suintée d'allégresse, sur sa vie qui montrait la tyrannie d'un homme à vouloir tromper sa femme avec humour. Dans ce pays étranger où m'avait précipité le hasard des choses, je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure. Puis dans sa suite, les rôles sont inversés et il se prend pour l'inspecteur Clouseau à vouloir enquêter sur sa femme tout en prenant des coups dans la gueule. D'ailleurs, il existe un compte à son nom sur Blue Sky où son art des mots se fait ressentir dans ses messages sur notre actualité morose. Quand vous avez un coup de déprime, lisez ça. Ça vous redonne la pêche. Et croyez-le ou non, mais après ces deux films, il est vraiment devenu un sex symbole pour les femmes. La séduction était en lui alors qu'il ne l'était pas du tout comme ça dans la vraie vie. Ensuite, Jean ne restera pas là sur ce lâche séducteur à la Don Juan où il proposera des variantes sur ses rôles en prenant le contrepoint de celui de D'Orsay. Mais entre ces films, il y en a quand même un qui lui tenait vraiment à cœur et qui était un choix personnel qu'il se devait de se libérer avec le crabe-tambour de Pierre Schoendoeffer. C'est bon! J'ai fini par m'y habituer à dire son nom. Tout d'abord, il y avait ce besoin d'interpréter ce capitaine de la marine et de montrer à son père et à son frère qu'il avait une crédibilité sur ce rôle. Mais le plus important, c'était pour rendre hommage à son ami Pierre Besson, l'artiste qui vivait le même mal incurable que son personnage et qui n'a pas survécu après le tournage de ce dernier. Ce personnage du commandant qui était en train d'aller vers sa mort, d'aller vers son cancer qu'il s'était créé pour des tas de raisons, mais qu'il avait effectivement en plus, tout à coup dans ma vie, il y a eu cela avec un ami qui m'était très très cher. Je suis fatigué. Donc ce rôle très puissant était d'une importance capitale pour lui, où il mettra vraiment en avant la détérioration de ce personnage et qu'il y aura vraiment une part de lui au cours du métrage. Je pense beaucoup à ce moment où il fait ses adieux au personnage de Jacques Perrin, qui est la raison de cette quête existentielle et de soi-même du métrage, en rattrapant ses erreurs, le crabe-tambour. Je voulais seulement vous dire adieu. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Je sais que... Non. Vous avez raison. Il n'y a rien à dire. Cette traversée des océans donne un souffle incommensurable à vouloir se sauver. Et ça lui a bien valu un succès mérité, car il obtiendra en 1978 le César du meilleur acteur pour ce métrage. Il avait misé sur le bon cheval. Avec cette réussite critique et populaire, il pouvait vraiment vivre le meilleur de sa vie entre les films et sa passion du cheval, sans avoir des problèmes d'argent avec sa famille et ses canassons, en plus d'avoir fait 2 rencontres amoureuses, une avec Nicole Garcia, puis plus tard une autre avec Françoise Vidal, passionnée comme lui de chevaux, qui restera avec lui jusqu'au bout de sa vie. La véritable symbiose pour se parfaire dans ce qu'il aime a enfin été trouvé. Maintenant, avançons dans le temps, en 1999, où il reçut le César d'honneur pour honorer son immense carrière. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'il fut l'un des premiers acteurs à recevoir son premier César à la création de cette cérémonie. Et donc il y a quelque chose d'élogieux de terminer ce siècle avec lui. Mais jamais nous n'aurions pu imaginer que ce serait comme une annonce de la fin d'une bonne partie de sa vie qui se finissait. Dès l'année d'après, en 2000, il est pris pour un rôle gargantuesque et souvent impossible à adapter, le Don Quichotte, réalisé par Terry Gilliam. Grand nom qui a commencé avec la troupe des Monty Python et aura proposé des films qui dépassent notre imaginaire. Et ce n'est pas la première fois que notre Jean a interprété ce personnage. Il a interprété un héros proche de la vision de l'auteur Cervantes pour la télévision italienne, Les Chiens de Jérusalem. Ce serait une sorte de variation de l'univers de Don Quichotte, et quand on lit l'histoire... et qu'on voit son affiche, ça se rapproche grandement quand même. C'est l'évidence même. Puis si on revient sur le projet Gilliam, c'est déjà une évidence que ce soit lui qui soit sur cette réalisation, au vu de ce thème récurrent qui est là pendant une bonne partie de sa filmographie. Un fou face à notre monde moderne. Tout était donc écrit pour que Jean et Terry se rencontrent et qu'il interprète ce protagoniste. Et on peut rajouter qu'il était l'un des rares acteurs de 70 ans à encore pouvoir monter à cheval. Il était tellement à fond pour ce rôle qu'il a appris en 1 an l'anglais pour obtenir l'accent parfait et avoir le job. I flew, flown. To fly, I flew, flown.
Mais l'illusion ne sera que de courte durée. Déjà pour un homme de cheval, voir cet animal maigre qu'il devait monter était déjà le premier coup de poignard pour lui. Surtout que la jument mourra le lendemain du tournage. Bonjour la SPA. De quoi déjà monter sur ces grands chevaux là. Puis après des essais de texte, il commence le tournage en Espagne en Andalusia, Andalusia. Et non, à la Mancha, comme il est dit dans ce documentaire, sur ce tournage maudit. Donc je disais qu'il commença ce filmage en compagnie de Johnny Depp avec une boule au ventre qui lui faisait mal en voyant l'indescriptible tournage qui s'autodétruisait en plein vol avec des tempêtes à foison, le matériel qui se faisait la malle et des avions de chasse qui venaient ici et là. Alors là, mon petit vieux, vous m'avez cueilli. Et je peux vous dire que ça n'est pas facile. Ouais, ça commençait à devenir l'homme qui tua Jean Rochefort. Et celui qui le tua, ce fut le corps qui lui a dit de s'arrêter à cause d'une double hernie discale très violente où il ne pouvait presque plus marcher et surtout ne plus monter à cheval. We're fucked. Did you see him sit? Did you see him sit on the horse? Fucking crazy. The pain when he sat down. Yep. He can't do it. It's just, it ain't gonna happen. I was watching his face very carefully when he got on that horse, and it was just. Le voici le coup de couteau final où il n'existera que des extraits du documentaire pour le voir interpréter cette figure littéraire. Une destruction implacable. On pourra se réjouir pour que Gilliam termine son projet des années après, mais il y aura un je ne sais quoi qui sera impossible à l'apprécier à sa juste valeur. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce que ça aurait été si Jean Rochefort avait été dans ce film. Mais au fond de lui, il était soulagé que ça ne se fasse pas. Il avait une vision différente du personnage. Je lui avais dit bergmanisons le propos, je me souviens. Parce qu'il nous embêtait avec ses effets spéciaux qui déjà en avaient un coup dans l'aile. Et je trouvais, quand on relit Cervantes, qu'il est absolument l'opposé de ça. Tout est vérité pour lui. Et oui, il y avait un hiatus énorme. Et on était très mal partis. Et après tout ce que je vous ai raconté, si je vous disais qu'il existait un film Don Quichotte avec Jean Rochefort dans un film français, vous le croirez? Laisse-moi deviner, tu vas parler des Chiens de Jérusalem de Fabio Carpi. Non, déjà c'est italien et trouve-moi le téléfilm avec des sous-titres en français et on en reparle. Oui, parce que le film en question est un grand voyage initiatique de deux hommes qui font route à vive allure sur un chemin parsemé d'embûches et de folie pour y entrevoir en perspective leur mal-être. Et vous avez dû remarquer qu'il manque un gros morceau sur la carrière de Jean Rochefort. Donc comme vous l'avez deviné, nous allons parler d'un film important de sa carrière, Tandem de Patrice Lecomte. Alors attachez vos ceintures, car nous allons franchir une route de tous les possibles sur ce putain de film. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z.